on dit que le maquis de Plainville a organisé cette tombe des 18 femmes, on égratigne le mythe. L'historien est un révisionniste. Et en cela, il peut ne pas faire plaisir à tout le monde. Voilà au principal ce que je peux dire. Alors moi je m'appelle Alain Bouzy, je suis un journaliste et pas un historien, c'est-à-dire que je ne me revendique pas historien, j'écris des livres sur l'histoire, mais je n'ai pas ni la formation universitaire, ni les compétences pour faire des livres d'histoire. En tant que journaliste, je suis en effet, comme Gérard, intéressé par la vérité, mais je crois que le mot d'historien est un très grand mot et qu'il faut s'en emparer avec beaucoup de prudence. Quand mon dernier livre, justement, parle de la mémoire, puisqu'il s'appelle La mémoire pour héritage, donc c'est comment on met en scène et en forme des documents épars issus de la famille, c'est-à-dire que dans toutes les familles on reçoit des documents, des cahiers, des manuscrits, des photos, tout un tas de choses qui risquent de se trouver perdus. Comment est-ce qu'on les organise pour leur faire dire quelque chose? C'est-à-dire que moi je suis très attaché bien sûr à la vérité parce que c'est ce que j'ai essayé de faire tout pendant ma fonction de journaliste. Mais comment on fait vivre ces archives, ça c'est le point pour ce qui concerne le bouquin sur la mémoire pour héritage, mais aussi comment, pour ce livre sur la bande d'Orgères, on va réinvestir les archives, c'est-à-dire les documents historiques, pour les faire vivre à travers une scénarisation de l'histoire. Donc moi je suis très attaché à la façon dont on l'écrit. Parce que souvent, je trouve que les livres d'histoire sont pas très bien écrits, pas très bien organisés, pas très bien mis en forme. Et il faut être très vigilant là-dessus parce qu'on s'adresse à un public de plus en plus volatile. Vous êtes des passionnés d'histoire puisque vous êtes là, mais j'allais dire que c'est une minorité aujourd'hui. Donc il faut, notamment pour les nouvelles générations, qu'on trouve des moyens de les toucher. Donc le moyen de les toucher, c'est de raconter l'histoire en la scénarisant de façon la plus agréable possible. Vérité, mémoire, histoire sont en effet des choses qui se télescopent, mais moi, dans mon travail quotidien, je reste un journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui témoigne. Alors, évidemment, quand on est journaliste, on a une chance formidable, c'est qu'on peut aller interviewer les gens qui sont encore vivants. Quand on s'intéresse à la Révolution ou à une époque révolue, on n'a plus les témoins, donc on va chercher leurs témoignages dans les livres d'histoire ou dans les archives, en essayant en les entrecoupant, en les recroisant, de voir qui a fait quoi, qui a menti, parce que ça c'est un point sur lequel j'insiste, c'est pas parce qu'on va trouver des archives qu'elles disent forcément la vérité, parce que la vérité, vous savez, elle est extrêmement fluctuante. Donc j'aime beaucoup cette formule de l'écrivain Georges Duhamel qui disait que les romanciers sont les historiens du passé et les historiens sont les romanciers les romanciers sont les historiens du présent et les romanciers les historiens du futur ou d'autrefois. Donc tout ça, il n'y a pas une vérité absolue. Donc la vérité, oui, il faut essayer de la traquer tout en sachant qu'elle nous échappe. Bonjour, je m'appelle Alain Denizet et j'ai écrit plusieurs livres qui ont pour cadre l'Eure-et-Loir et la Beauce. Comme Gérard Leray, je suis professeur d'histoire et je me revendique aussi comme historien. Donc Gérard l'a très bien dit tout à l'heure, être historien c'est écrire des livres d'histoire et la première chose à faire c'est d'aller aux sources et de confronter les sources. Une archive ne dit pas forcément la vérité. Quand on croise 2-3 archives, on peut approcher la vérité. Pour ce qui est de la mémoire, moi je n'écris pas sur la mémoire puisque ma période de prédilection, ce serait le 19e siècle et le début du 20e siècle. Et les deux ouvrages que vous avez face à vous, c'est l'affaire Brière, un crime qui a été commis à Corancé en 1901, et puis un ouvrage qui décrit de 1900 à nos jours les faits divers, l'histoire des faits divers en France. Alors quand je m'adresse à des personnes qui viennent me voir, je crois que ce qui est important, c'est de montrer l'originalité d'un sujet. Moi, je n'aime pas traiter les sujets qui ont déjà été traités. À quoi bon faire un énième livre sur Jean Moulin, ou un énième livre sur tel et tel personnage historique, ou un énième livre sur un événement
à moins de trouver un angle tout à fait nouveau, c'est extrêmement difficile. Donc moi je préfère travailler sur des sujets qui ne l'ont pas été. Et les 2 livres que vous avez en face de vous sont des livres sur des faits divers. Pendant très très longtemps, le fait divers a été mis à l'écart par les historiens dits sérieux. C'était fait divers, la rubrique des chiens écrasés, donc on s'en occupait pas. Et puis, depuis une trentaine d'années, sous l'impulsion d'universitaires comme Dominique Khalifa, comme Jean-Claude Farcy, qui a été en son temps professeur au lycée Marceau, le fait divers a trouvé ses lettres de noblesse dans l'histoire. Il est, pour ces historiens, également je partage cet avis, une porte d'entrée dans la grande histoire. Si je prends par exemple l'affaire Brière, qui était un tube d'assassinat à Corançon 1905, qui avait été complètement oublié par la mémoire justement du département, puisque des Chartrains on dit je ne connaissais pas cette affaire-là. L'affaire Brière, c'est une manière de recontextualiser une époque, un crime à travers son époque. Donc dans l'affaire Brière, par exemple, on voit comment se met à l'œuvre petit à petit une police scientifique, et aussi les failles de cette police scientifique. 1901, dans l'affaire Brière, il y a des empreintes digitales. Bon, ce fait-là prend tout son sens si j'ajoute, parce que j'ai fait la recherche, que ces empreintes digitales n'ont pas servi en 1901. La première fois qu'un crime est élucidé grâce aux empreintes digitales, c'est 1902, une année après. Donc je pourrais multiplier les exemples. Donc l'intérêt du fait divers, porte d'entrée dans la grande histoire, à condition d'avoir une remise en perspective. Sur laquelle il y avait les initiales NB, une malle que possédait donc un cousin des descendants qui occupent la ferme familiale à Fontenay-sur-Eure dont je parlais tout à l'heure. Et donc jusqu'au dernier moment, eh bien, il a fallu regarder dans cette malle, exploiter la correspondance qui s'y trouvait. Et par bonheur, il y avait des choses formidables, et notamment 23 lettres de Madame Ballet, la mère de Noël Ballet, des lettres de son frère, des lettres de gens de la famille, mais aussi un courrier beaucoup plus officiel. Donc tout cela, jusqu'au dernier moment, a été exploité. Et oui, il y a un moment où il faut s'arrêter, c'est vrai, et on a du mal à le faire parce qu'on a toujours des doutes jusqu'au dernier moment. Et tenez-vous bien, alors que le livre était déjà publié depuis un petit moment, j'ai reçu un premier coup de téléphone d'un vieux monsieur de 92 ans qui m'a dit, avec du mal mais aidé par son épouse que j'entendais parler à côté, il m'a affirmé qu'il était un descendant direct de Noël Ballet, que Noël Ballet avait eu une femme, 4 enfants, qu'il les avait abandonnés dans la misère. Cette femme et ses 4 enfants abandonnés avaient vécu à l'étage dans un grenier au-dessus d'un relais de poste. Et donc je me suis dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà que le livre est publié, que j'ai découvert moi un personnage bien à l'opposé de ce que ce vieux monsieur me présentait. Et donc grâce à la généalogie et un ami généalogiste, on a pu donc, et puis aux informations données par l'épouse, un lieu de naissance, etc., on a pu chercher dans l'état civil et se rendre compte qu'en fait il n'y avait pas de Noël Ballet dans les ancêtres de ce vieux monsieur, mais des ballets déjà avec un seul L. Et je travaille actuellement sur des lettres de guerre de 14-18, et ce même problème d'orthographe a été la source dans ces lettres de difficultés également. 10-15 ans, une grande partie des journaux nationaux français d'avant-guerre, je parle de la Seconde Guerre mondiale, sont gratuitement et très facilement disponibles sur Gallica, le site magique de la Bibliothèque nationale de France. Vous allez sur Gallica, vous allez sur le Petit Parisien, vous allez sur le Petit Journal le matin, vous tapez Corancé comme je l'ai fait, et là j'ai eu des centaines d'occurrences. Donc c'est comme ça que j'ai eu des sources vraiment très très importantes. Donc pour un historien c'est formidable parce que au lieu d'aller à la BNF, j'y suis allé pour d'autres journaux, si vous voulez, on a sous la main avec son ordinateur des dizaines de journaux, et on peut donc relever les informations données par les journaux qui sont des fois factuelles. Parfois, ce sont des billets, des opinions, des éditoriaux qui sont consacrés à telle ou telle affaire. Et là, on peut comparer, donc faire une étude analytique de l'affaire. Donc pour la presse, Gallica, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Donc la presse est une grande source d'informations, ça n'a pas été la seule, puisqu'il y a aussi des archives. Alors comment terminer un livre? Effectivement, un jour un ami m'a dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Vous connaissez ce proverbe-là. Donc voilà, moi je dresse, au bout de quelques temps, j'ai l'état de mes sources,
j'ai étudié les livres qui traitent de la question, j'ai bâti mon plan de façon assez précise, hein, grand 1, grand 2, grand 3, etc., les chapitres. Après, je nourris tous ces paragraphes, et puis il vient un moment où si je ne trouve pas un détail, bah, je dis tant pis. Il faut arrêter, parce que sinon on va y passer des années et des années. Donc pour l'affaire Bruguière, ça a été 2 ans, 2 ans et demi de recherche, 1 an d'écriture. Pour celui-ci, à peu près 2 ans et demi de travail. Pour Enquête sur un paysan sans histoire, il fallait chercher le renseignement. Les aiguilles comme dans des boîtes de foin, ça a été un petit peu plus long, 5 ans. Mais je crois que voilà, il ne faut pas faire trop durer les choses. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Et lorsque mon manuscrit est terminé, ou je pense qu'il est terminé, j'ai des relecteurs, des amis qui lisent le livre et qui sont capables de me dire, bah voilà, là c'est très très bien, ou au contraire, ça essaie de nourrir encore un petit peu cette partie du livre. Voilà comment je m'arrête. Ou à Paris Match, donc ma volonté était de ne surtout pas avoir affaire à la presse, non pas par coquetterie, mais parce que j'en connais les limites, pour avoir vécu de l'intérieur, que la vérité dans la presse, elle se cache et elle est assez difficile à cerner. Donc par goût et par volonté, je ne travaille pas du tout dans les journaux. Je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, mais je préfère, moi, les archives, disons, traditionnelles. J'aurais beaucoup de mal à retravailler dans la presse, peut-être justement parce que j'y ai trop travaillé. Pour ce qui concerne comment finir un livre, là c'est la question terrible que vous posez, Jean-Philippe Noblet, c'est qu'en effet, il faut se fixer un plan extrêmement strict, parce qu'on sait qu'on aura, une fois qu'on aura mis le mot fin, des choses qui vont nous arriver, et encore plus quand le livre sera sorti sur l'histoire de la bande d'Orgère, la loi de la guillotine. J'ai reçu énormément de courriers de gens qui avaient des informations parfois fausses, mais parfois vraies. Et donc j'aurais pu en effet faire 1 ou 2 chapitres de plus, donc on n'en finit pas. Donc il y a une volonté dès le départ, en effet, comme le dit Alain Denizet, de bien baliser son terrain et de ne pas y déroger, parce que sinon on n'en sort pas et on devient fou. Voilà pour répondre rapidement à ces 2 questions. Le fil est un peu... Alors, la source de presse est absolument inestimable. Pour les historiens, c'est une source absolument remarquable. Mais comme le disait Alain Bouzy, c'est vrai qu'il faut se méfier de la source journalistique. Le journaliste travaille dans l'urgence, même le journaliste d'investigation. Il y a l'urgence, et donc il y a le risque de l'erreur, de la déformation. L'idéal pour l'exploitation de sources journalistiques, c'est d'avoir la possibilité d'accéder et de comparer différents journaux qui parlent du même événement. Et ça aide l'historien à approcher cette fameuse vérité dont je parlais tout à l'heure. Et je le dis en aparté, qu'il n'y ait plus aujourd'hui qu'un seul journal quotidien en Eure-et-Loire, c'est purement et simplement catastrophique pour les historiens du temps présent. Une source journalistique, c'est la mort potentielle à terme de l'histoire. Deuxième chose, écrire un livre d'histoire ou un roman, c'est à la fois une jouissance, une excitation permanente et une souffrance. À un moment donné, quand on a bien organisé son travail, lorsqu'on a travaillé depuis des semaines, depuis des mois et parfois même des années sur le ciselage du verbe, du chapitre, de l'information, il faut arriver à un moment pour poser le point final. En sachant, en tout cas c'est mon sentiment personnel, quand je décide que le bouquin est terminé, je sais en fait qu'il n'est pas terminé. Il ne doit pas être un produit terminé, final. Mon vœu le plus cher, mais bon c'est peut-être parce que je suis ambitieux, mon vœu le plus cher c'est qu'il, ce livre, est une deuxième vie, c'est-à-dire par une réédition. Et surtout, moi j'attends avec beaucoup d'impatience les réactions des lecteurs, des lectrices. J'attends des informations nouvelles. À chaque fois que je sors un livre, j'en suis à mon 5e, j'attends avec impatience, avec appréhension aussi, la critique.
le nouveau témoignage, les nouveaux témoignages, notamment pour mon dernier ouvrage sur les tondus de Nogent-le-Rotrou. J'aspire potentiellement à ce que ce livre qui a brisé un tabou puisse être l'occasion d'une prise de parole intelligente sur un sujet violent. Tous les sujets violents, il est possible, j'en suis persuadé, de parler avec intelligence, avec détachement, c'est-à-dire avec un esprit d'historien. Alors on arrive à la fin. Moi je vous propose juste, pour finir, de nous parler de vos projets futurs. Voilà. Et puis après on en aura terminé. Merci. Plein de projets futurs, il me faudrait plusieurs vies. Je travaille actuellement sur 3 sujets. C'est ça le drame, tout en étant prof d'histoire-géographie. Donc c'est extrêmement compliqué. Il me faut faire des choix. Le premier sujet, c'est de raconter la vraie histoire d'une trahison potentielle dans la résistance en Eure-et-Loire, l'affaire Sadorge-Fermine. Pour l'instant, je n'ai écrit qu'un roman historique sur cette histoire. Mais j'aimerais accéder un jour aux archives, je n'en ai pas encore la possibilité, parce que le dernier témoin de ce drame est toujours vivant et m'interdit, c'est son vœu le plus cher, m'interdit d'accéder aux archives.